Dans la salle de réunion du lycée Victor Hugo à Paris, Alexandre Laurent se leva soudainement, sa voix tremblante mais déterminée résonnant dans le silence. « Je suis gay, et c'est pour cela que je défendrai Lucas Moreau contre ces accusations discriminatoires jusqu'au bout. » Le silence qui suivit fut si lourd que l'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. Autour de la longue table en chêne, les membres du conseil d'administration, la directrice Madame Dupont en tête, restèrent figés, les yeux écarquillés. Lucas, assis au fond de la salle, les épaules voûtées par des mois de harcèlement, releva lentement la tête. Ses yeux verts rencontrèrent ceux de son professeur de littérature, et pour la première fois depuis des semaines, une lueur d'espoir traversa son regard adolescent. Alexandre, 35 ans, professeur titulaire depuis 8 ans dans cet établissement du 16e arrondissement, n'avait jamais imaginé que ce moment arriverait ainsi. Ce matin-là, tout avait commencé par une plainte anonyme déposée par des parents d'élèves. Lucas, 17 ans, était accusé de « perturber l'ordre » parce qu'il portait un badge arc-en-ciel discret et avait osé répondre à des insultes homophobes dans la cour. La réunion extraordinaire avait été convoquée pour décider d'une mesure disciplinaire. Alexandre, qui avait suivi l'affaire de près, avait d'abord tenté d'intervenir avec calme, citant le règlement intérieur et les lois françaises contre les discriminations. Mais quand Madame Dupont avait prononcé les mots « peut-être un changement d'établissement serait préférable pour tout le monde », quelque chose en lui s'était brisé. Il repensait à ses propres années de lycée, à Rennes, où il avait caché son orientation comme un crime, souriant aux filles pour ne pas décevoir ses parents ouvriers. Il se souvenait des nuits passées à pleurer dans sa chambre d'étudiant à la Sorbonne, convaincu qu'être gay signifiait renoncer à tout, carrière, famille, respect. Et voilà que devant lui, Lucas vivait le même enfer, 20 ans plus tard, dans une France qui se prétendait progressiste. Assez, avait-il murmuré avant de se lever. Sa révélation n'était pas calculée. Elle était sortie comme un cri longtemps contenu. Maintenant, les regards pesaient sur lui. Monsieur Bertrand, le représentant des parents, toussa nerveusement. Monsieur Laurent, êtes-vous en train de nous dire que... Il n'osa pas finir sa phrase. Alexandre redressa les épaules. Oui. Je suis gay. Et Lucas subit exactement ce que j'ai subi en silence pendant des années. Si nous le punissons pour avoir simplement existé, alors nous punissons aussi tous les élèves qui osent être eux-mêmes. Je demande que cette plainte soit rejetée et que des mesures soient prises contre les véritables harceleurs. Lucas, les larmes aux yeux, murmura un « merci » à peine audible. La directrice se leva à son tour, le visage pâle. Cette révélation change tout, Alexandre. Nous devons suspendre cette réunion. Le rectorat sera informé immédiatement. Les membres du conseil commencèrent à murmurer entre eux. Certains regards étaient choqués, d'autres curieux, quelques-uns franchement hostiles. Alexandre sentit son cœur battre à tout rompre, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vivant. Il avait franchi la ligne. Il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. En sortant de la salle, Lucas le rattrapa dans le couloir désert. « Monsieur, je ne savais pas. Pourquoi vous avez fait ça pour moi ?» Alexandre posa une main légère sur l'épaule du jeune homme, un geste paternel, protecteur. Parce que personne ne l'a fait pour moi à ton âge, Lucas. Et parce que tu mérites mieux que de vivre dans la peur. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la sortie du lycée, le soleil de septembre illuminant les marronniers du boulevard. Alexandre ignorait encore que ce geste simple venait de déclencher une chaîne d'événements qui allait bouleverser non seulement sa carrière, mais aussi sa vie entière. Ce soir-là, dans son appartement haussmannien de la rue de Passy, Alexandre s'assit devant la fenêtre ouverte sur les toits de Paris. Son téléphone vibrait sans cesse, message de collègues étonnés, un appel manqué de sa sœur aînée qui avait dû apprendre la nouvelle par la rumeur. Il n'avait pas encore osé appeler Julien. Julien, son compagnon depuis 3 ans, professeur d'histoire dans le même lycée,
mais qui avait toujours exigé la plus grande discrétion. Nous travaillons ensemble, Alex. Si ça se sait, c'est fini pour nous deux. Ces mots résonnaient maintenant comme une menace. Alexandre se servit un verre de vin rouge et regarda la tour Eiffel scintiller au loin. Il avait défendu Lucas. Mais qui allait le défendre, lui, maintenant que tout son monde risquait de s'effondrer? Le lendemain matin, le lycée bruissait déjà de la nouvelle. Dans la salle des professeurs, les conversations s'arrêtaient net quand il entrait. Certains collègues lui souriaient timidement, d'autres détournaient le regard. Lucas arriva en cours de littérature avec une assurance nouvelle. Il s'assit au premier rang, pour la première fois. Alexandre commença son cours sur Victor Hugo et Les Misérables, la voix plus ferme que d'habitude. Jean Valjean a volé un pain pour survivre. Nous volons tous quelque chose pour survivre, notre vérité, notre dignité. Aujourd'hui, parlons de ce que nous cachons. Les élèves écoutaient, fascinés. Pour la première fois, Alexandre enseignait avec son cœur entier. Mais à la fin de la journée, Madame Dupont le convoqua dans son bureau. Le rectorat veut une audition demain. Il parle déjà de mutation d'office. Alexandre, réalisez-vous ce que vous avez fait? Il hocha la tête. Oui. Et je ne regrette rien. En sortant, il croisa Julien dans le couloir. Celui-ci le fixa longuement, le regard plein de reproches et de peur. On en parle ce soir, murmura-t-il. Alexandre acquiesça, la gorge serrée. La tempête ne faisait que commencer. Julien l'attendait déjà dans leur appartement habituel près du Trocadéro, celui qu'il louait discrètement sous un faux nom pour préserver les apparences. Quand Alexandre poussa la porte, l'air était lourd de tension. Julien, grand et brun, les traits sculptés comme un acteur de cinéma français, se tenait devant la fenêtre, les bras croisés. « Tu es devenu fou » lâcha-t-il sans préambule. Sa voix, d'habitude si douce, vibrait de colère contenue. Alexandre posa ses clés sur la console et retira sa veste lentement. « Je n'ai pas pu faire autrement, Julien. Tu aurais vu Lucas, il se faisait détruire. » Julien éclata d'un rire amer. « Et maintenant, c'est nous qui allons être détruits. Le rectorat, les parents, tout le monde va fouiller dans notre vie. Tu penses vraiment que le conseil va te féliciter? Ils vont te muter à l'autre bout de la France, et moi avec, ou pire, nous virer tous les deux pour conflit d'intérêts. » Alexandre s'approcha, voulant le prendre dans ses bras, mais Julien recula. « Tu ne comprends pas? J'ai accepté de vivre caché pour nous protéger. Pour que nous ayons une vie normale, voyage, dîner, projet. Et toi, tu balances tout en l'air pour un élève que tu connais à peine. » Les mots frappèrent Alexandre comme une gifle. Il se laissa tomber sur le canapé, la tête entre les mains. Il repensait à leur rencontre, 3 ans plus tôt, lors d'une formation pédagogique à Lyon. Julien enseignait l'histoire avec passion, citant Camus et Sartre. Ils avaient passé la nuit à parler, puis à s'aimer dans une chambre d'hôtel anonyme. Depuis, leur relation était un secret bien gardé, week-end à Deauville, vacances en Italie sous prétexte de congrès. Jamais au lycée. Jamais en public. Alexandre avait accepté, parce qu'il aimait Julien plus que tout. Mais ce soir, cet amour lui semblait soudain fragile. « Lucas n'est pas un élève comme les autres, » répondit-il doucement. « Il me rappelle moi à son âge. Seul, terrorisé. Si je n'avais rien dit, j'aurais trahi tout ce que je suis. » Julien se servit un whisky et s'assit en face de lui. « Et moi? Je suis quoi dans tout ça? Ton secret honteux que tu balances maintenant au grand jour? » Le silence s'installa, lourd. Alexandre leva les yeux. « Je t'aime, Julien. Mais je ne peux plus vivre en mentant à tout le monde.
Peut-être que c'est le moment pour nous aussi d'être libres. Julien secoua la tête. Libre? Tu rêves. Demain, l'audition va nous écraser. Le lendemain, dans les locaux du rectorat près de la place de la République, Alexandre fit face à 3 inspecteurs en costume gris. Madame Dupont était présente, les lèvres pincées. Monsieur Laurent, votre coming out public pose un problème déontologique. Un professeur ne peut pas utiliser sa position pour imposer ses convictions personnelles. Alexandre répondit avec calme, citant la loi Taubira et les directives européennes. Il parla de Lucas, des témoignages d'autres élèves harcelés qu'il avait collectés en secret. Il parla de sa propre jeunesse, des tentatives de suicide qu'il avait frôlées à 20 ans. Sa voix ne trembla pas. Les inspecteurs prirent des notes, le visage impénétrable. À la sortie, Lucas l'attendait sur le trottoir, accompagné de sa mère, une femme discrète qui travaillait comme infirmière. « Monsieur Laurent, je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle, les yeux humides. Lucas dort mieux depuis hier. Le jeune homme serra la main d'Alexandre avec force. « Vous êtes mon héros. » Ce simple mot réchauffa le cœur d'Alexandre. Mais en rentrant chez lui, un message de Julien l'attendait, « Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de temps. » Les jours suivants furent un tourbillon. La presse locale s'empara de l'affaire, un professeur gay défie le système éducatif parisien. Des associations LGBT contactèrent Alexandre pour des témoignages. Ses parents, à Rennes, appelèrent enfin. Sa mère pleurait, « Pourquoi ne nous as-tu rien dit, mon fils ?» Son père, plus réservé, murmura, « On t'aime quand même. » Pour la première fois, Alexandre sentit qu'une porte s'ouvrait. Mais au lycée, l'ambiance restait tendue. Certains élèves le regardaient avec admiration, d'autres avec méfiance. Lucas, lui, fleurissait. Il osa parler en classe, créa même un club de soutien aux élèves LGBT avec l'accord timide de la direction. Pourtant, le soir, Alexandre se sentait seul. Julien évitait ses appels. Un vendredi soir, il décida d'aller marcher le long de la Seine. Près du pont Alexandre III, il croisa un ancien camarade de fac, Mathieu, journaliste indépendant. Ils discutèrent longtemps, assis sur un banc. Mathieu, ouvertement gay et en couple depuis 10 ans, l'écouta sans jugement. « Tu as fait le plus dur, Alex. Le reste, c'est du courage au quotidien. » Pour la première fois depuis la réunion, Alexandre se sentit compris. Mais en rentrant, il trouva un courrier officiel, le conseil d'administration se réunissait la semaine suivante pour statuer sur son sort. La décision finale approchait. La lettre officielle arriva par recommandé, convocation pour le 15 octobre devant le conseil d'administration élargi, avec représentants du rectorat et de l'académie. Alexandre la lut 3 fois, assis à son bureau, la gorge nouée. Cette fois, ce n'était plus une simple audition. C'était un procès. Julien n'avait toujours pas répondu à ses messages. Le silence de son compagnon pesait plus lourd que toutes les menaces administratives. Au lycée, Lucas avait organisé une pétition. Plus de 200 signatures d'élèves et de parents demandaient le maintien d'Alexandre et la création d'une cellule antidiscrimination. Le jeune homme avait mûri en quelques semaines. Ses épaules s'étaient redressées, sa voix portait plus loin. « Sans vous, monsieur, je serais déjà parti, » confia-t-il un soir après les cours. « Maintenant, je veux me battre pour les autres. » Alexandre sourit, mais son cœur était ailleurs. Il pensait à sa famille. Sa sœur Claire, mariée et mère de 2 enfants à Nantes, l'avait appelé la veille. « Papa et maman sont fiers, tu sais. Mais ils ont peur pour toi. Viens dîner dimanche. » Il avait accepté, même si le trajet en TGV lui paraissait soudain une épreuve. Le dimanche,
dans la maison familiale de Rennes, l'atmosphère fut étrange mais chaleureuse. Sa mère avait préparé le poulet au mori qu'il adorait enfant. Son père, ancien ouvrier des chantiers navals, lui serra longuement l'épaule. On aurait préféré l'apprendre autrement, fils. Mais si c'est pour aider ce gamin alors tu as bien fait. Claire posa 1000 questions, comment vivait-il? Avait-il quelqu'un? Alexandre parla de Julien, de leur amour caché. Sa mère essuya une larme. Amène-le un jour. On veut connaître celui qui rend notre fils heureux. Ces mots simples guérirent une vieille blessure. Pourtant, en rentrant à Paris le soir même, Alexandre trouva son appartement vide. Julien avait laissé un mot, j'ai pris quelques affaires. J'ai besoin de réfléchir. Ne m'appelle pas. Le vide fut abyssal. Alexandre erra dans les pièces, touchant les objets que Julien avait choisis, la lampe design, les livres d'histoire. Il se servit un verre et pleura pour la première fois depuis des années. Le lendemain, Mathieu le journaliste l'invita à prendre un café près de la Bastille. Tu ne peux pas traverser ça seul, Alex. Viens à la soirée de l'association demain. Juste pour parler. Alexandre hésita, puis accepta. La soirée, dans un bar associatif du Marais, fut un choc. Des hommes de tous âges partageaient leurs histoires, coming out tardif, famille rejetante, victoire professionnelle. Un homme d'une quarantaine d'années, architecte nommé Thomas, s'approcha. Grand, cheveux grisonnants, regard doux. Ils parlèrent jusqu'à minuit. Thomas avait perdu son poste 10 ans plus tôt pour les mêmes raisons. Le courage ne s'éteint jamais, dit-il. Il se transmet. De retour chez lui, Alexandre trouva un email du lycée. Lucas avait été agressé verbalement dans la cour par 3 élèves de terminale. L'incident avait été filmé par des camarades. La vidéo circulait déjà sur les réseaux. Furieux, Alexandre appela immédiatement la directrice. Cela prouve que rien n'a changé. Madame Dupont soupira. Le conseil va examiner tout cela la semaine prochaine. Tenez bon, Alexandre. Les jours qui suivirent furent un combat quotidien. Alexandre préparait sa défense comme un plaidoyer, statistiques sur le harcèlement LGBT en France, témoignages anonymes d'anciens élèves, références juridiques. Lucas venait le voir tous les soirs après les cours, apportant des notes, des idées. Leur lien devenait presque filial. Un soir, Lucas avoua, « Mon père ne me parle plus depuis que je lui ai dit. Vous êtes la seule figure paternelle qui m'accepte tel que je suis. » Alexandre sentit son cœur se serrer. Il avait sauvé Lucas, mais à quel prix pour sa propre vie? Le jeudi soir, Julien réapparut enfin. Il sonna à la porte, les traits tirés. « Je ne peux pas te perdre, Alex. Mais j'ai peur. Peur de tout perdre avec toi. » Ils parlèrent toute la nuit, pleurèrent, se serrèrent. Pour la première fois, Julien accepta d'être présenté à la famille d'Alexandre le week-end suivant. « Si tu y vas, j'y vais aussi, » murmura-t-il. C'était un premier pas. Mais le conseil d'administration se réunissait dans 3 jours. L'issue restait incertaine. La salle du conseil était pleine à craquer. Journalistes, représentants d'associations, parents, élèves. Alexandre entra, Julien à ses côtés pour la première fois en public. Leurs mains se frôlèrent discrètement. Lucas était au premier rang, entouré de sa mère et de plusieurs camarades. Madame Dupont ouvrit la séance d'une voix tendue. Nous sommes ici pour statuer sur la situation de Monsieur Laurent et sur les incidents récents de harcèlement. Alexandre prit la parole pendant 40 minutes. Il raconta son parcours, sans pathos mais avec une sincérité qui fit frissonner l'assistance. Il présenta les preuves du harcèlement de Lucas, capture d'écran, témoignages écrits.
Il proposa un plan concret, formation obligatoire pour le personnel, cellule d'écoute, partenariat avec des associations. Julien, à sa surprise, intervint ensuite. Je suis le compagnon d'Alexandre. Et je soutiens pleinement sa démarche. Nous ne pouvons plus nous cacher. Un murmure parcourut la salle. Lucas applaudit, bientôt imité par d'autres élèves. Mais Monsieur Bertrand, le représentant des parents conservateurs, attaqua violemment. C'est un scandale. Un professeur qui impose son mode de vie à des mineurs. Les échanges devinrent houleux. La directrice, prise entre deux feux, demanda une suspension de séance. Dans le couloir, Alexandre serra Julien contre lui. Merci d'être là. Thomas, l'architecte rencontré au Marais, était venu en soutien. Il lui glissa, tu as déjà gagné, quoi qu'il décide. La décision tomba à 18h. Le conseil, à la majorité, rejetait la plainte contre Lucas, maintenait Alexandre à son poste et ordonnait la mise en place d'un protocole antidiscrimination dans les 3 mois. Mais une condition, une évaluation pédagogique dans 6 mois. Nous surveillons, Monsieur Laurent, prévint le représentant du rectorat. Alexandre sortit sous les applaudissements. Lucas se jeta dans ses bras. Vous avez réussi. Ce soir-là, ils fêtèrent la victoire dans un restaurant italien du Marais. Julien, détendu pour la première fois depuis des semaines, leva son verre. À nous. À la vérité. Alexandre se sentait léger. Pourtant, il savait que le chemin était long. Le lendemain, la presse nationale titrait « Un professeur gay bouleverse le système éducatif français ». Des invitations affluèrent, conférences, interviews, même une proposition de livre. Les semaines suivantes furent un tourbillon positif. Lucas intégra le club qu'il avait créé, devint porte-parole des jeunes LGBT. Alexandre et Julien officialisèrent leur relation au lycée. Certains collègues changèrent d'attitude, d'autres restèrent distants, mais l'ambiance s'allégea. Un week-end, ils allèrent à Rennes présenter Julien à la famille. Le dîner fut émouvant. Le père d'Alexandre serra la main de Julien, « Prenez soin de mon fils ». Pourtant, une ombre persistait. Un élève de terminale, fils de Monsieur Bertrand, continuait les provocations en douce. Lucas en fut victime une nouvelle fois. Alexandre décida d'agir différemment, il organisa une rencontre médiatisée entre l'élève et Lucas, avec médiation. Le dialogue fut difficile, mais sincère. L'adolescent avoua avoir peur lui-même de ses propres questions identitaires. Ce moment marqua un tournant. Alexandre sentait qu'il grandissait. Il n'était plus seulement le professeur discret. Il devenait un homme libre, capable d'aimer ouvertement, de protéger sans se cacher. Julien, à ses côtés, évoluait lui aussi. Ils parlèrent d'avenir, peut-être adopter un enfant un jour, voyager plus loin. Un soir d'octobre, sur les quais de Seine, ils s'embrassèrent au vu de tous. Paris semblait enfin les accepter. L'hiver arriva, et avec lui de nouvelles épreuves. Le protocole antidiscrimination fut mis en place, mais des résistances internes persistaient. Certains professeurs refusaient de suivre les formations, arguant de leur « liberté pédagogique ». Alexandre dut affronter des réunions tendues où il défendait ses convictions sans jamais hausser le ton. Lucas, devenu son allié le plus fidèle, l'aidait à collecter les retours des élèves. « Vous m'avez sauvé, maintenant c'est à moi de vous aider », répétait-il avec un sourire qui n'avait plus rien d'adolescent. Un soir de décembre, alors que les illuminations de Noël scintillaient sur les Champs-Élysées, Alexandre reçut un appel inattendu, son ancien proviseur de Rennes, aujourd'hui à la retraite. « J'ai vu ton histoire aux infos, mon garçon. J'ai toujours su, tu sais. Et je regrette de n'avoir rien dit à l'époque. » Ces mots, simples, refermèrent une dernière blessure.
Alexandre réalisa qu'il avait non seulement sauvé Lucas, mais aussi guéri une partie de son propre passé. Julien, de son côté, s'épanouissait. Il organisa une exposition sur l'histoire des droits LGBT en France dans le lycée. Les élèves affluèrent. Thomas, l'architecte, devint un ami proche du couple. Il les invita à dîner avec son compagnon dans leur loft du 11e arrondissement. Autour de la table, les conversations portaient sur l'avenir, comment faire évoluer l'école, comment accompagner les familles. Alexandre écoutait, participait, grandissait. Pourtant, la pression administrative ne faiblissait pas. L'évaluation pédagogique approchait. Des inspecteurs vinrent observer ses cours. Ils notèrent tout, ton, contenu, interaction. Alexandre enseigna avec plus de passion que jamais, parlant de Rimbaud et de Verlaine, de leur amour caché, de leur génie né de la différence. Les élèves étaient captivés. Lucas présenta même un exposé sur l'acceptation dans la littérature française. À la maison, la vie du couple s'équilibrait. Ils cuisinèrent ensemble, partirent un week-end à Mont-Saint-Michel. Julien avoua un soir, « J'avais peur de perdre ma carrière. Mais grâce à toi, j'ai gagné ma liberté. » Ils firent l'amour avec une tendresse nouvelle, sans secret. Alexandre se sentait enfin entier. Le jour de l'évaluation arriva. L'inspecteur principal, après 3 heures d'observation, rendit son rapport, excellent pédagogue, engagement citoyen remarquable. Maintien recommandé. Alexandre exulta. Mais ce soir-là, Lucas l'appela en pleurs. Son père, après des mois de silence, avait accepté de le rencontrer. Grâce à vous, monsieur. Il a vu l'article sur vous. Il veut essayer. Alexandre pleura avec lui au téléphone. Le cercle se refermait. Pourtant, la société n'avait pas fini de tester leur résilience. Une chaîne de télévision conservatrice diffusa un reportage biaisé, accusant Alexandre de « militantisme ». Des messages haineux arrivèrent sur les réseaux. Julien fut menacé anonymement. Ils décidèrent ensemble de répondre par la lumière, une conférence ouverte au public dans le lycée. Plus de 300 personnes vinrent. Lucas prit la parole en premier, « Un professeur m'a appris que la vérité rend libre. » Applaudissements nourris. Alexandre conclut par ces mots, « Je n'ai pas défendu un élève. J'ai défendu l'humanité en chacun de nous. » La soirée se termina tard. En rentrant, Alexandre et Julien marchèrent main dans la main sous la neige légère. Paris brillait. Ils savaient que des combats restaient à mener, mais ils étaient prêts. Le printemps revint sur Paris, apportant avec lui une douceur nouvelle. Le lycée Victor Hugo avait changé. Le club LGBT comptait maintenant plus de 50 membres. Des ateliers étaient organisés chaque mois. Lucas, admis à Sciences Po, préparait son départ avec excitation. « Je reviendrai vous voir, monsieur. Vous resterez toujours mon mentor. » Alexandre le serra dans ses bras, fier comme un père. Julien et lui avaient emménagé ensemble officiellement rue de Passy. La famille d'Alexandre venait souvent. Sa mère adorait cuisiner pour ses 2 garçons. Thomas et son compagnon devinrent leurs amis les plus proches. Ensemble, ils créèrent une association pour aider les enseignants LGBT en province. Alexandre donnait des conférences partout en France. Son livre, Le courage d'être soi, sortait en septembre. Un soir de mai, assis sur leur balcon face à la tour Eiffel, Julien posa une question inattendue, « Et si on adoptait ?» Alexandre sourit, le cœur plein. « Oui. Quand tu veux. » Leur vie, autrefois cachée, était devenue une lumière pour d'autres. Lucas revint pour les vacances d'été. Il avait changé, plus sûr de lui, amoureux pour la première fois. « Je lui ai parlé de vous,
monsieur. Vous êtes notre modèle à tous. Alexandre regarda le jeune homme qu'il avait sauvé et réalisa que c'était réciproque. Ils s'étaient tous sauvés mutuellement. La fin de l'année scolaire approchait. Lors de la fête de fin d'année, la directrice elle-même remit à Alexandre un prix pour « engagement exceptionnel ». Sous les applaudissements, il monta sur scène avec Julien et Lucas. « Ce n'est pas moi le héros, dit-il. C'est chacun de vous qui ose être vrai. » L'été s'installa. Ils partirent en vacances en Provence, dans une maison louée près d'Aix. Là, loin de tout, ils parlèrent d'avenir, mariage peut-être, enfants, projets. Alexandre se sentait enfin en paix avec lui-même, avec le monde. Pourtant, il savait que la lutte continuait. D'autres Lucas existaient partout. D'autres professeurs hésitaient encore. Mais il avait montré la voie. Est-il vrai que le courage d'un seul homme peut changer les mentalités d'une institution entière? Vrai ou faux?